Le 26 mai 1926, dans le bureau ovale, ils ont signé un document. La plupart des Américains ne le liront jamais. La plupart ne sauront même pas comment il s'appelle. Et à l'intérieur, il y a une phrase. Et cette phrase, mes amis, dans un autre pays, à un autre siècle, était le premier accord d'une musique que l'humanité, s'était en quelque sorte promis de ne plus jamais entendre. Et il semble que, au lieu de lutter contre elle, nous recommençons à la jouer. Je vais vous dire de quel document il s'agit et comment il s'appelle. Il nomme le troisième ennemi de la nation. Et pourquoi j'en parle maintenant ? En général, je n'aime pas trop quand on nomme des ennemis de la nation. Mais d'abord, deux courtes histoires que je ne peux pas ne pas mentionner, car elles méritent aussi notre attention. La première est chaleureuse. Ce week-end, sur une petite île aux Bahamas, Donald Trump Jr. et la jeune mariée Bettina se sont mariés. Bettina Anderson, la cérémonie était toute petite, très privée, sans presse, sans couverture médiatique, sans voitures avec gyrophare. Et le père du marié, le président des États-Unis d'Amérique, ne sera pas présent au mariage. Il est resté à Washington. La version officielle, c'est à propos de l'Iran, des affaires d'État, des circonstances qui ne le permettent pas. Mais tout cela, c'est juste un emballage poli pour la presse. Mais la vraie raison est bien plus belle. Le fils a demandé de la tranquillité. Le père a cédé. Et, mes amis, pour quelqu'un qui aime la scène autant que Donald Trump l'aime, dire à son fils « D'accord, je resterai à la maison pour que tu aies du calme », c'est, permettez-moi de le dire, un acte de véritable maturité parentale. Parfois, la décision la plus présidentielle, c'est de décider de ne pas être président dans certaines situations. La deuxième histoire est tout à fait différente. Elle est amère et importante. La semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que 27 000 compatriotes sont rentrés en Russie l'an dernier. La presse d'État a repris. Ils reviennent, ils se sont repentis, ils ont compris, retenez ce chiffre, 27 000. Parce que nous allons prendre une calculatrice et compter. Entre 4 et 6 millions de personnes ont quitté la Russie depuis, disons, la chute de l'Union soviétique. Près d'1 million rien qu'après le 24 février 2022. À mon avis, c'est plus. Mais leurs statistiques parlent de 900 000 à 1 million. Et les 27 000 présentés comme une vague de retour, c'est, disons, là, à peine la moitié d'1%. C'est de la poussière statistique, du pollen qu'ils ont soulevé, mis en lumière avec un projecteur et qu'ils présentent comme une aube. Quant à l'arithmétique du mensonge, à la machine à commentaires, aux gens payés pour ça, à l'intelligence artificielle qui imite une grand-mère de Samara dans les commentaires sous les vidéos en russe, il y aura un épisode séparé, très détaillé. Ne le manquez pas. Mais avant cela, je me dois de vous divertir, car moi-même j'ai bien ri. Je vais appeler cette histoire Irma l'inachevée. Comprenez comme vous voulez. Je reçois pas mal de courriers, des emails, avec des liens vers des vidéos que quelqu'un me propose de regarder pour une raison ou une autre. Oui. Et la vidéo dont je vais vous parler maintenant m'a été envoyée avec la mention « antisémite joyeux ». En fait, je pense que l'antisémitisme, ce n'est pas très drôle, surtout quand on voit à quoi il mène. Là-bas, cela inclut les pogroms, les meurtres, les viols et toutes les autres choses amusantes qui arrivent aux juifs de la part des antisémites. Pour une raison inconnue, j'ai cliqué sur cette vidéo, ce que je fais très rarement, et je ne l'ai pas regretté. Je veux que vous écoutiez comment ça commence. Ensuite, on parlera de tout le reste. Il rentrait chez lui, traînant les pieds, ce gros youpin malingre. Soudain, il a vu un petit nom de quelqu'un posé sur la route. Si quelqu'un n'a pas cru ses oreilles ou n'a pas bien entendu, je répète. Un gros youpin malingre rentrait chez lui traînant les pieds. Commençons d'abord par parler de la strophe. Dans le deuxième vers, il manque clairement une syllabe, c'est-à-dire il rentrait chez lui traînant les pieds, tarara. Donc un rat manque. Dans le premier vers, il y a 8 syllabes et c'est un tétramètre trochaïque avec une terminaison féminine. Donc la deuxième ligne petit gros youpin compte 6 syllabes. Avec une terminaison masculine, le choré attend 7 syllabes. Il manque clairement quelque chose. Par exemple, voilà rentrer chez lui traînant les pieds notre petit gros youpin. Ce serait bien mieux. C'est-à-dire même rentrant chez lui traînant les pieds, oh le gros youpin galeux.
Ce serait aussi joli. D'ailleurs, il rentrait chez lui, traînant les pieds, ce gros salaud détestable. Ce serait bien aussi. Je veux dire, bien du point de vue de la poésie. Je ne sais pas, du point de vue du sens. Je dois avouer qu'en arrivant en Israël, on m'a tout de suite demandé si je voulais changer mon nom de famille germano-autrichien, Weinstein. À l'origine, disons, nous venons de Vienne. Enfin, la famille vient de Vienne. Weinstein, Herr Weinstein. C'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Et cela signifie pierre visible, Weinstein. Oui. Eh bien, disons que, ici même en Israël, on m'a proposé de changer Weinstein pour un nom en hébreu, beaucoup plus court, beaucoup plus beau et qui signifie la même chose, à savoir un pressoir qui est posé sur le raisin pour en extraire le vin. Par précaution, avant d'accepter quoi que ce soit, j'ai demandé « Et comment cela sonnera-t-il en hébreu, ce que vous me proposez ?» Et deux jeunes filles bavardes m'ont joyeusement répondu « Gad, Gad ». Et d'une certaine manière, cela a tout de suite diminué mon envie de changer mon nom de famille, qui est moche, long et incompréhensible pour tout le monde, contre un nom tout à fait clair, court et beau. Gad. Bon, aujourd'hui nous ne parlons pas de ma biographie, bien sûr, mais des merveilleux poèmes d'une jeune fille nommée Irma, surnommée Za Hubert. Comme vous le savez tout très bien, bien sûr, Hubert en allemand signifie au-dessus, par-dessus, à travers. Oui. Excessif, peut-être, non? Donc, c'est-à-dire les poèmes d'une jeune fille nommée Irma, surnommée Za à travers. Je ne sais pas en quoi elle est à travers, parce que dans ses poèmes, elle n'est clairement pas jusqu'au bout. Alors, revenons à Irma, ou, comme disent bon maintenant les Américains, en avant, en arrière. Je rêve de cela depuis longtemps, c'est un signe de Dieu. Comprenez, sans tsar, vous ne pouvez rien ici. Qu'ils gardent leur espoir, nous devons agir plus vite. Avec la ruse de la loi, nous viendrons à bout des héros. Pour moi, les plaisirs du monde consolent. Pour vous, ce sera le confort en vieillesse. Pour être honnête, ce n'est pas très clair. Mais au moins, tous les mots riment avec le mot juif, ce qui est déjà bien. Et encore une fois, si besoin est, il y a aussi la salle de torture ici. La vie, ce n'est pas que du sucre. Je dois partager avec la caisse commune. Et j'ai envoyé Youra balader, qu'il se promène à poil. Maintenant, dormez tranquille. On va régler toutes ces conneries. Mais je dirais que le plus intéressant, ce n'est même pas le poème. Excusez-moi pour l'expression. Voilà. Et ce n'est même pas la poétesse. Je ne vais pas m'excuser. Ce sont les avis des auditeurs. Que j'appellerais quand même plutôt des spectateurs, probablement. Plus que des auditeurs, donc. Andrei Popkov a écrit « Super » avec 2 points d'exclamation. Alina Liberson. Il est tout à fait possible qu'elle ne soit pas juive, mais que ce soit le nom de son mari. Elle a écrit « Bravo » mais avec un seul point d'exclamation. Rinat Nadrov a écrit « Où est Achi ?» Et il a mis 4 points d'exclamation. Dmitri Stepanov a aussi écrit le mot « Bravo », mais il a surpassé Alina Liberzon en mettant 5 lettres B dedans. Ensuite 5 lettres A, puis une lettre V. Et j'avais la flemme de compter. Il y avait environ 8 lettres O et 4 points d'exclamation. Sergei Tchepenko. Un jour, il m'a dit qu'il était juif. Il a écrit « Très cool » et a mis un point d'exclamation. Ensuite, il a décidé que ce n'était pas suffisant. Il a écrit « Bravo » et a aussi mis un point d'exclamation. Ah, et après ça, il a aussi ajouté une petite rose. Une rose, je veux dire, de l'arsenal de Facebook. Il n'a pas écrit là-bas. Il dit « Merci pour le gros ou pour le maigre ». Non, juste « Merci ». Et c'est tout. Genre « Merci ». Sergei Falitchev. Je pense que c'est quand même un surnom. Parce que phallique, phalliquement, vous comprenez ce que c'est. Il a écrit « Irma, merci d'exister, point d'exclamation ». Et ensuite, bonne fête. Et aussi, point d'exclamation. D'accord. Larissa Novakovskaya a écrit « Bravo » et 4 points d'exclamation. Ensuite, « Bravo » et aussi 4 points d'exclamation. Il y a Iesip. Ontman. Ce n'est pas très clair si c'est un prénom ou un surnom. Il a écrit « Bien vu ». Pourquoi le youpin n'a-t-il pas de reflet dans le miroir ou quoi? Un point d'interrogation, pas d'exclamation, même s'il aurait pu en mettre un. Alexei Kvatsky a écrit « J'en ai marre ». D'ailleurs, moi aussi, j'en ai marre. Valeria Tchepenko. C'est la femme de Sergei Tchepenko qui a écrit
Irma, tu es formidable. Et elle a mis 3 points d'exclamation. Et enfin, du moins au moment où je regardais, le dernier message venait de Nikolai Sitko. Et il disait ceci. Makar, sur ce point, a bien fait. Comme un vrai demi-juif. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que signifie un vrai demi-juif. En quoi il diffère des non-juifs ou des vrais, des juifs complets. Mais ensuite, Nikolai écrit quelque chose de vraiment étonnant. Il écrit « Pas un sou pour vous. Tout l'argent est à moi et vous pouvez aller voir la vache à cornes, comme on dit chez nous. » Chez eux, on dit « à la vache à cornes ». Et puis, il ajoute quelque chose de vraiment incroyable. « Camarades, on n'est pas tous des demi-juifs. » Et honnêtement, je ne sais pas s'il se plaint ou s'il exprime sa joie à ce sujet de cette façon. Alors je me demande ce qu'ils ont le plus aimé. Le style, le sens ou l'antisémitisme. Autrefois, dans ma jeunesse, nous étions 3 ou 4 assis ensemble. J'écrivais sur des spectacles amateurs. Oui, les écoles de musique liées au conservatoire. C'était à Leningrad. Oui, à l'époque, la ville s'appelait ainsi. Nous avions probablement 15 ans. Mais à ce moment-là, nous avions déjà organisé plusieurs spectacles amateurs, plusieurs KVN et d'innombrables soirées et fêtes. Et donc, en préparant une autre soirée, la phrase suivante est née. Même s'il n'y a pas de rime dans les tchatouchkas, il n'y a pas non plus de sens. Voilà ce que je pense de tout ça, de ce que nous avons entendu, voilà. Donc ce que nous avons inventé à l'époque, là donc Senia Skigin, Mitcha Aptekman, Marina Michouk et votre humble serviteur, c'était clairement sur Irma qui, eh bien, est contre les taxis. Voilà, c'est tout. Toute la malice rimée s'arrête ici. Passons à des sujets sérieux. Retour à l'essentiel. C'est peut-être pour cela, en fait, que je vous ai réunis aujourd'hui. Je vais vous raconter, dans les 20 prochaines minutes, une chose que vous n'entendrez pas sur CNN, ni sur Fox, ni sur la plupart des chaînes Telegram, ni même dans une grande partie des podcasts libertariens. Parce que cette chose exige 2 qualités à la fois, qui, dans le journalisme moderne, sont, disons-le franchement, rarement réunies. Eh bien, un regard plus ou moins objectif. Et le courage de nommer ce que fait ton propre camp, parce qu'il est si facile de parler des autres, n'est-ce pas, mais de parler des siens, oui. Le gouvernement des États-Unis a officiellement nommé un 3e ennemi intérieur, une notion déjà connue en Union soviétique. Les 2 premiers ennemis ne prêtent donc pas à débat. Les trafiquants de drogue, enfin surtout les barons, et les islamistes. Ah non, ce sont bien les narcocartels et les islamistes. Ils ont d'ailleurs précisé les islamistes radicaux, non? Et voici le 3e dont je parle. Notez-le mot à mot. Les extrémistes de gauche violents. Ça sonne affreux en russe, c'est horrible. Y compris les anarchistes et les antifascistes. Ils parlent de ceux qui utilisent la violence, oui, qui recourent à la violence, bien sûr. Voilà, parce que extrémistes de gauche violents, ça sonne vraiment affreux. Donc, je sais à quoi vous pensez en ce moment. Beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui ont passé 5 ans à observer le chaos dans les rues, les vitrines brûlées, les visages cachés sous des bandanas noirs, beaucoup d'entre vous hochent la tête en silence en ce moment. Genre, enfin. Oui, donnez-moi 20 minutes. Et posez-vous avec moi une seule question, celle qui détermine si une personne aime vraiment la liberté ou seulement quand ça l'arrange. Si demain, dans cette fameuse 3e catégorie des ennemis du peuple, ce n'est pas Antifa qui s'y retrouve, mais vous. Eh bien, disons que c'est l'organisation à laquelle j'appartiens qui s'y retrouve. Excusez-moi, ce sont mes Sobakevitch qui ont crié. Une organisation qui, disons, a un rapport avec nous, n'est-ce pas? Disons le Tea Party, par exemple. Oui? Ou bien... Make America Great Again, MAGA. Est-ce que ce sera le cas? Très bien, cela pourrait très bien arriver. À la fin de cet épisode, vous aurez 3 outils. Un cadre pour voir ce qui se passe réellement. Une histoire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et la question d'Hillel, qui a 2000 ans. Sans elle, rien de tout cela n'a de sens. Je vous promets encore une chose. À la fin de cette conversation, après toutes les choses difficiles que je vais dire, il ne vous restera pas du désespoir. Il vous restera de la clarté. Et la clarté, c'est, soit dit en passant, le principal antidépresseur à une époque où du brouillard sort de tous les haut-parleurs. Eh bien, allons-y. Document. Alors, c'est quoi ce document?
Mémorandum de la Maison-Blanche du 6 mai 2026. Notre Maison-Blanche. Elle s'appelle la Stratégie antiterroriste 26. Il y a 16 pages, les pages sont signées par le président. Et il divise les ennemis de la nation, exactement en 3 catégories. Comme on dit ici. Oui, le premier groupe, ce sont les narcoterroristes et les bandes transnationales. Les cartels. MS 1313. Aucune question. Tout est clair. Oui, le deuxième groupe, c'est ce que le mémorandum appelle délicatement les islamistes de l'ancienne génération. Les héritiers de la guerre que nous pensions naïvement terminée depuis longtemps. Le troisième groupe, donc, là aussi, pas vraiment de surprise. Là-bas, eh bien, il est évident qu'il s'agit de tout ce qui concerne Daesh et ce genre de groupe. C'est tout à fait clair, n'est-ce pas ? Tout à fait. Maintenant, il y a un troisième panier, un nouveau. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ce troisième panier, ils ont mis les extrémistes de gauche violents. Par violents, on désigne ceux qui commettent des actes de violence. Oui. Y compris les anarchistes et les antifascistes. Le document s'empresse tout de suite de rassurer. Dès qu'on essaie de me rassurer, je commence à m'inquiéter. Le travail sera mené de manière apolitique. Et ça veut dire quoi ? Cela signifie que les pouvoirs antiterroristes ne seront pas utilisés contre des concitoyens qui sont simplement en désaccord. Comment distingues-tu les concitoyens qui sont simplement en désaccord de ceux qui ne font pas que désapprouver ? Les amis, relisez ces 2 phrases encore une fois, lentement. La première, c'est un vœu. Le travail sera mené de manière apolitique. Un vœu, ce qu'un homme ne peut accomplir avec un autre. Tu lui as déjà donné l'outil en main, il va la mener comme il a compris qu'il fallait la mener. Un beau vœu. L'histoire de n'importe quel État au cours des 100 dernières années peut être présentée comme une suite de vœux de ce genre. Et puis on se rend compte que, tout change. La seconde chose, c'est la définition. Les pouvoirs antiterroristes ne seront pas utilisés contre des concitoyens qui sont simplement en désaccord. Et la personne qui contrôle la deuxième phrase détermine qui relève de la première. Qui est simplement en désaccord, et qui, par son désaccord, constitue déjà une menace. Cette limite ne sera fixée ni par la Constitution, ni par la Cour suprême, mais par le fonctionnaire devant remettre son rapport trimestriel la semaine prochaine. Et maintenant, ce qui manque dans ce panier. Et croyez-moi, c'est plus important que ce qui s'y trouve. Il n'y a pas d'équivalent de droite à côté des anarchistes et de l'antifa. Aucune formulation de droite, aucun groupe de droite, aucune orientation de droite. Ce n'est pas une erreur de commis. C'est justement tout le sens. La taxonomie de l'ennemi à n'importe quelle époque, dans n'importe quel pays, vous en dit bien moins sur les ennemis eux-mêmes que sur ceux qui ont établi cette taxonomie. Certains diront « Léon, tu exagères, non ? L'antifa est un vrai problème. Des voitures ont été incendiées, des vitrines brisées, et même des passants attaqués à l'université. L'État fait enfin son travail. » Oui. Émotionnellement, je suis avec vous. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que l'État a fait il y a 5 ans ? Et c'est là, mes amis, que ça devient le plus intéressant. Parce que ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas le premier mouvement du pendule. Vous allez me le dire, c'est la deuxième réaction, la réponse. Faut-il la faire ou non, c'est une autre question, mais c'est une réponse. Pour comprendre où il va ensuite, il faut se rappeler d'où il est venu. Le pendule. Janvier 2021. Le ministère de la Sécurité intérieure publie le premier bulletin du Système national d'alerte au terrorisme. Et dans ce bulletin, les principales menaces intérieures des États-Unis d'Amérique sont annoncées, je cite, « des extrémistes violents d'origine intérieure ». Eh bien, c'est un extrémiste local, en mettant particulièrement en avant ceux qui sont motivés par la race ou l'ethnie et les opposants au pouvoir. Oh, mais quel pouvoir ? Eh bien, traduit ça en langage clair, c'est tout de suite clair. Il s'agit des gens de droite. Les milices de droite, les sceptiques de droite concernant les mandats liés au Covid, les partisans de droite du deuxième amendement, Dieu nous en garde, les gens de droite qui ne font pas confiance aux élections. Donc c'est-à-dire cette moitié du pays qui vient juste de perdre les élections. Vous et moi. Ils ont affirmé que la principale menace intérieure venait uniquement des gens de droite, sans aucun gauchiste présent. Cela nous a indignés. Il n'y a plus que des gauchistes, plus de droite. Vous croyez qu'il n'y a pas de crapules à droite ? Il y en a autant. On continue.
En septembre 2021, l'Association nationale des conseils scolaires écrit une lettre à la Maison-Blanche et demande ouvertement de considérer les protestations des parents lors des réunions scolaires comme l'équivalent du terrorisme intérieur et des crimes de haine. Des parents. Ils faisaient non juste cela, ils venaient aux réunions scolaires pour demander pourquoi on parle à leur enfant de 6 ans du changement de sexe. Ou pourquoi le programme de mathématiques est soudainement devenu axé sur la justice raciale. Et 5 jours plus tard, 5 jours, alors qu'habituellement cela prend des mois ou des années, oui, le ministre de la Justice Merrick Garland signe un mémorandum qui lance une enquête au FBI, pas pour mettre les parents en prison. Non, mais enfin de quoi parlez-vous? Personne n'a mis qui que ce soit en prison. Non, c'est pour coordonner la réponse aux menaces. Les mots sont doux, mais l'appareil ne l'est pas. Quand le FBI commence à coordonner la réponse, c'est une toute autre réunion de parents. Continuons. Janvier 2023, une fuite du bureau du FBI de Richmond. Un mémo interne dans lequel, sérieusement, je ne plaisante pas, sont considérés comme une menace potentielle d'extrémisme les catholiques. Les gens qui assistent à la messe en latin, les gens qui prient le rosaire, les gens dont le crime est de croire comme le faisaient leurs arrière-grands-parents. Voilà les criminels. Quand le mémo a été rendu public, le FBI a bien sûr tout retiré. De quoi parlez-vous? Ce n'est même pas approuvé, c'est juste un analyste isolé. Un refrain bien connu, messieurs. Nous l'avons entendu de nombreuses fois. Ça ressemble à « j'ai un ami juif que je considère comme de la famille ». Oui, j'ai un voisin juif. Oui. Et enfin, quatrièmement. Ce sujet reste gênant à évoquer pour une raison inconnue. Si vous n'êtes pas un État, mais simplement une personne, et que pendant 5, 6 ou 8 ans, vous avez écrit ou dit à voix haute que l'islam politique a un programme, que ce programme est formulé noir sur blanc. Leurs propres idéologues écrivent que ce n'est pas une question de foi, mais de pouvoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, monétisation, démonétisation. Exclusion des plateformes. Bannissement sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Le mot islamophobe attaché à votre nom pour toujours. Des lettres à votre employeur. Parfois un licenciement, parfois une invitation à l'impuissance. Remarquez, l'État intervenait rarement directement ici. Ce sont les plateformes, les entreprises, les universités, les syndicats qui apparaissaient en temps. Mais derrière tout cela, il y a le même régulateur, le même fil conducteur. La même voix douce mais insistante. Ça on peut le dire, mais ça on ne peut pas le dire. Comment ça on ne peut pas? Faisons le point. La moitié du pays a vécu sous un régime pendant 5 ans. Un régime où les principales menaces pour l'Amérique étaient officiellement les milices de droite, les parents aux réunions scolaires, les catholiques traditionnels et quiconque osait questionner l'idéologie liée au terrorisme des 40 dernières années. Ouh, ils ont fait osciller le pendule avec une telle force qu'une loi physique simple, ancienne et inévitable devait répondre. Et le pendule a répondu. 6 met le 3e panier, Antifa. Et je n'ai vraiment pas envie, mes amis, que l'un d'entre vous sourie maintenant. Avant de passer à la partie la plus importante, à ce que tout cela implique pour demain, un petit mot. Cette chaîne, les amis, elle est pour tout le monde. On s'y retrouve chaque jour pour une demi-heure de conversation. Des nouvelles, plus une analyse, des observations que, j'essaye de donner un tableau cohérent de la journée. J'espère que vous commencez votre journée avec cela. J'espère vous accompagner pendant votre matinée. Et avec une tasse de café, je ne sais pas, du thé, ou peut-être que certains ont un verre de champagne là, non? Et si c'est le cas, alors merci à vous. Mais pour ceux à qui il ne suffit pas simplement de comprendre ce qui se passe, je veux dire ceux qui veulent creuser plus profondément, comprendre les liens de cause à effet, comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là où nous sommes et comment, en fait, on peut corriger cela. J'ai une autre chaîne nommée Feuille de route vers la liberté. J'y publie 2 fois par semaine, 2 vidéos par semaine, pas tous les jours, exactement 2. Ce ne sont pas des actualités, mais des commentaires et une analyse. Je prends un événement comme exemple, ensuite je l'analyse et je montre, c'est-à-dire, en général, les issues réelles et peut-être les solutions possibles à tout cela. Ce ne sont pas des commentaires sur les actualités, c'est vraiment une analyse détaillée pour les personnes qui aiment apprendre et réfléchir.
Cette chaîne est destinée à tous, feuille de route vers la liberté pour ceux prêts à travailler avec moi sur des sujets complexes. Et si la conversation d'aujourd'hui sur le 3e panier vous a touché, là-bas lors de la 2e semaine, nous allons analyser les racines de ce phénomène, d'où vient cette habitude étatique de déterminer qui est l'ennemi. Et comment les pays qui ont réussi à sortir de cette habitude l'ont fait au fil de l'histoire. Toutes les nations n'y sont pas parvenues, mais pour sortir de cela, le lien sera vers cette chaîne, vers la vidéo dans la description. Et encore une chose. Mon livre Capitalisme sans teint en russe, il a été traduit de l'anglais, en version papier, électronique et audio. Ma 2e livre, À la recherche de Shu. Eh bien donc, HUE. Ils parlent en fait de la même chose. Simplement, À la recherche de Shu est un récit d'aventure. Et Capitalisme sans teint, c'est un peu comme on dit, il y a la physique amusante, la chimie amusante, là c'est la chimie divertissante, eh bien c'est l'économie politique divertissante. Le 3e livre, qui fait partie de cette même trilogie et qui la conclut, Le bon sens. 200 ans plus tard, attend encore son traducteur russe. Voilà, le titre, comme vous l'avez, je l'espère, entendu, est une référence directe. C'est donc la suite de ce même pamphlet de Thomas Paine, Le bon sens, qui, en 1776, ne comptait que 54 pages et a bouleversé l'Amérique. Et en réalité, avec l'Amérique, c'est aussi le monde entier qui a été bouleversé. Retenez ce chiffre, 54 pages, j'y reviendrai à la toute fin de notre conversation. Et maintenant, eh bien, parlons de quelque chose de désagréable. Mais à la fin, je vous promets, il y aura quelque chose d'agréable. 3 raisons. Pourquoi ce dont j'ai commencé à parler se produit-il justement maintenant ? 3 courants qui se rejoignent en un seul. La première raison est politique. L'administration du second mandat, qui n'a plus besoin d'être réélue, possède une denrée rare dans la vie américaine. Du temps sans conséquence. Les promesses faites à la tribune en 2024 sur l'Antifa, sur les masques sur le visage, sur les camps dans les campus, doivent en maintenant être tenues par la politique. Premier point. Il devient un mémorandum. Le mémorandum devient un pouvoir. Le pouvoir devient un coup à la porte. Deuxième raison, purement bureaucratique. La lutte antiterroriste est l'entreprise la mieux financée par le gouvernement fédéral. Cette catégorie, c'est le budget, c'est une carrière prometteuse. C'est un service qu'on ne dissoudra pas à cause de la fille. Mettre une nouvelle prime dans le 3e panier, ça veut dire ne pas envoyer les analystes qui ont pourchassé la droite pendant 20 ans dans l'équipe du Courrier. Oh, ils ont de l'expérience maintenant qu'ils courent après le patriotisme. Le patriotisme. Oh, ils ont aussi de l'expérience qu'ils courent après les gauchistes. L'organisme ne vote jamais pour sa propre extinction. Et ce qui se passe actuellement avec le département, le ministère de l'Éducation, c'est une histoire fantastique. Ça arrive rarement. Donc l'organisme bureaucratique trouve toujours comment se gonfler grâce à un nouveau flux financier. La 3e raison est structurelle. Et elle est plus ancienne que les 2 premières. Un État qui a une fois obtenu le droit de déclarer qui est son ennemi utilisera ce droit. Sous Trump, sous Biden, sous Dieu, sous le diable, il utilisera toujours ce droit. Pas de temps en temps. En permanence. Andrew Joseph Galambos, ou plutôt Andrew Iosif Golambus, le fondateur de cette volitional science, oui, écrivait cela avec une clarté presque mathématique. L'agence politique s'empare d'abord du monopole des moyens de coercition, puis du sens des mots. Terroriste, c'est l'un de ces mots. Extrémiste en est un autre. Celui qui possède le dictionnaire possède la porte. Et ils tiennent la clé dans leurs mains. Et maintenant, l'issue principale est en jeu. C'est ce qui découle précisément de cette phrase dans le mémorandum que nous discutons en ce moment. Premièrement, l'appareil s'adapte discrètement. Le section 702 de la loi sur la surveillance. Les rapports d'activité suspectes, les listes de surveillance des centres de fusion, les priorités des groupes conjoints de lutte antiterroriste. Aucun de ces moyens ne nécessite une nouvelle loi. Avant, je sortais moi-même avec un bandana noir, mais maintenant il faut les distinguer, les identifier. Et ils ont déjà des bureaux du FBI dans chaque État et un contact avec chaque grande plateforme, et ils savent déjà exactement comment faire cela. Ils ont déjà tout mis en place.
C'est juste qu'on se tourne maintenant dans une autre direction. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Et dès que Trump et tout ce qui est venu avec lui seront partis, alors il se tournera à nouveau tranquillement vers nous et fera la même chose contre nous que ce qu'elle s'apprête à leur faire maintenant. Deuxièmement, la loi suit la langue, et voilà, messieurs, la langue est en général une chose sous-estimée. Vladimir ne comprenait pas encore bien cela. D'ailleurs, les procureurs, qui auparavant devaient prouver un acte de violence, reçoivent maintenant dans la 3e catégorie une étiquette idéologique, contre laquelle ils peuvent demander au jury de rendre un verdict. Les jurés sont là, le monde est... Selon la loi, vous devez décider ainsi ou autrement, sans qu'on vous dise si elle est correcte. Voici la loi, à vous de décider. N'importe quel avocat de la défense vous dira ce qui arrive à la charge de la preuve lorsque le mot terrorisme est prononcé dans la salle d'audience. Eh bien, on n'y échappe pas, elle ne quitte plus la salle après cela. Et troisièmement, c'est ici, messieurs, que commence la partie que tout libertarien se doit de prononcer, même si cela est désagréable à dire. Le précédent ne s'arrête pas avec cette administration, le pouvoir forgé en 1926 par un président républicain. Elle sera polie, prête à l'emploi, posée sur le bureau du prochain titulaire du poste. Eh bien, soit en 29, soit en 33, peut-être en 41. Le prochain occupant choisira quoi mettre dans le 3e panier. Et chaque président, sans exception, apprend la même leçon à propos de l'outil que nous avons. Il est plus facile de le prendre en main que de le lâcher. La question de Hillel. Hillel. Le grand Hillel, dont la règle est à la base de tout argument sérieux en faveur de la liberté, nous a posé une question qui ne s'est pas émoussée depuis déjà 2100 ans. Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. C'est là tout notre enseignement, a-t-il dit. Tout le reste n'est que commentaire. Commentaire, y a-t-il une personne de gauche qui ne voudrait pas être inscrite dans la catégorie fédérale ? Simplement parce qu'il a des opinions de droite, a toutes les raisons de ne pas aimer la politique de ces gauchistes. Je dois remarquer quelle horreur se produira si cette inscription contre l'ennemi a lieu, surtout lorsqu'elle vient de son propre camp, alors qu'eux ne réagissent que lorsque cela vient du camp opposé. Il est plus facile de le remarquer et de s'en plaindre, non pas parce que l'Antifa m'est sympathique, ni parce que nous sommes d'accord avec eux, ni parce que la population a subi des violences. Donc il faut juger la signification parce que l'outil avec lequel nous les rayons aujourd'hui, c'est le même outil qui nous rayera demain. Et savez-vous qui il rayera après-demain ? Nos enfants. L'État qui s'est libéré de la loi morale finit toujours par décider quelles convictions sont acceptables pour ses citoyens. C'est exactement ce qui vient de se passer en Europe, juste sous nos yeux, parce que Vance est venu et a dit « Mon Dieu, quelle horreur se passe ici chez vous !» Le XXe siècle a vu ce scénario, et nous avons juré sur les tombes de nos grands-pères, ceux qui les ont retrouvés, de ne pas le répéter au XXIe siècle. J'ai mis dans le titre les mots « fin optimiste », parce que je propose et j'affirme que la beauté vient remplacer le désespoir. Oui, et le retour promis au chiffre 54. Regardez, le pendule dont nous avons parlé aujourd'hui possède une merveilleuse propriété que la pierre qui tombe n'a pas. Regardez laquelle. Il revient. Il ne vole pas dans une seule direction à l'infini. Il est comme la comète de Halley, comme la 12e planète. Celle dont nous ne sommes pas sûrs. Cela signifie qu'elle existe, mais nous n'en avons que le soupçon. Il oscille et chaque mouvement crée une force opposée. En ce moment, il va vers la droite, mais dans quelques années, si rien n'est fait, il ira vers la gauche avec la même intensité. Ce n'est pas une consolation, c'est une loi. Mais il y a une issue cachée dans cette loi. Le pendule s'arrête lorsqu'il y a suffisamment de personnes qui le tiennent par le milieu. Ni par l'extrémité gauche, ni par l'extrémité droite. Par le milieu. Je ne vous propose pas d'aller au milieu, ce sont des choses complètement différentes. Ce sont simplement des gens qui ont refusé de jouer le jeu. Je vais vous frapper comme vous m'avez frappé, puis quand vous reprendrez le bâton, vous me frapperez encore, et j'attendrai pour vous frapper à nouveau. On ne s'en sort pas.
Je ne vais pas me réjouir quand l'État écrase mon adversaire politique, parce que demain il s'en prendra à moi. Ce sont des gens qui se souviennent des règles de Hillel, non pas comme d'un ancien aphorisme, mais comme d'une discipline quotidienne. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bonne nouvelle, il y a plus de ces personnes en Amérique qu'on ne le croit en suivant les infos. Beaucoup plus. Ils restent simplement silencieux, parce qu'ils ont honte. Honte des deux camps. Et en même temps. Ils se sentent mal à l'aise. À droite, il est gênant de s'opposer au troisième panier, et à gauche, il l'est de critiquer les bulletins du FBI sur les parents extrémistes. Alors il est temps de remplacer cette honte par autre chose, parce que si nous ne le faisons pas, cela restera toujours ainsi. Et c'est là que nous revenons à peine, à ces mêmes 54 pages dont je vous ai demandé de vous souvenir. En Biélorussie, en 1776, Thomas Paine, un émigré d'Angleterre vers l'Amérique. Un homme sans éducation universitaire, sans poste, sans argent, sans soutien. Il a simplement écrit une brochure. Il écrivait des articles pour les journaux locaux. Il a pris et écrit 54 pages. Il l'a appelé « Le sens commun ». Et en 3 mois, ce petit pamphlet, comme il l'appelait, a été lu selon différentes estimations par un colon adulte sur 5. 300 à 400 000 exemplaires dans le pays, où il n'y avait pas encore une seule machine d'imprimerie capable de produire un tel tirage industriellement. Selon les témoignages, c'était des éditions pirates, des éditions étrangères, des éditions américaines. 2 millions à 2 millions et demi d'exemplaires. Les gens le recopiaient à la main. Ils se lisaient à haute voix pendant le dîner. Ils le transportaient de ville en ville sous la selle d'un cheval. Ils avaient tellement peur d'être attrapés. Vous connaissez cette blague, oui. Quand après la chute de l'Union soviétique, Gromov regarde son adversaire et dit « Écoute, j'ai lu quelque chose d'incroyable dans la Pravda. » Il dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Dis-lui que c'est des livres, ce n'est pas une conversation pour le téléphone. Voilà, c'est à peu près comme ça. Messieurs, 6 mois après tout cela, après que tout cela a commencé, le pays a déclaré son indépendance. Un seul livre. D'un seul homme. Voici comment une idée agit, messieurs, quand son heure arrive. Ni armée, ni gouvernement, ni entreprise ne la portent, mais les gens. Des gens tout à fait ordinaires qui, à un moment donné, décident « ça suffit ». Je n'en peux plus. Je m'adresse maintenant personnellement à ces gens-là. À vous qui voyez tout cela, qui comprenez tout cela, mais qui avez depuis longtemps trouvé les bons mots au fond de vous, mais que... La peur, disons, je ne sais pas comment dire, il est difficile de franchir ce seuil, de traverser le Rubicon, oui, pour le dire à voix haute. Vous avez bien plus que vous ne le pensez, je vous le garantis. Vous seul pouvez arrêter ce pendule, ni le parti, ni le président, ni son successeur. Seul ce groupe discret de personnes dispersées à travers le pays qui se souviennent encore de la raison pour laquelle la déclaration a été écrite. Si cet épisode vous a aidé à trouver les mots, partagez-le avec une personne, pas 10, une seule. Avec celui qui doute en ce moment, avec celui qui sent que quelque chose ne va pas, mais qui ne peut même pas s'expliquer à lui-même ce que c'est exactement. Paine a commencé avec une seule personne. Tout mouvement ayant changé le monde a débuté avec une personne, puis 2, puis 5. Et jamais avec 1 million d'un coup. La liberté, les amis, n'est jamais préservée automatiquement. Ronald Reagan en a parlé. Elle est préservée par la génération qui décide de ne pas abandonner. Et chaque génération doit décider de ne pas abandonner. Sinon le produit appelé liberté pourrit et se perd. Et voici le miracle, cette génération existe encore. Au XVIIe siècle en Angleterre, au XVIIIe à Philadelphie, chez ce même Paine, au XXe dans les tranchées, dans la clandestinité, dans la cuisine où l'on écoutait les voix ennemies à travers le brouillage. Et maintenant, au XXIe siècle ici, devant vos écrans, avec une tasse de café, avec des enfants qui dorment dans la pièce voisine, dans un mémorandum de 16 pages, le principe qui le sous-tend est plus ancien que les républiques. Et l'âge n'a pas d'importance, parce que la question qu'il nous pose résonnera sous une forme ou une autre à chaque administration de notre vie à tous. Sommes-nous prêts à accepter que l'État qualifie notre voisin de terroriste simplement parce qu'il croit en quelque chose de différent ? Je ne sais pas.
Peut-être que demain, il sera au pouvoir après avoir été offensé, et il aura besoin de déverser cette rancœur sur nous tous. Simplement, d'un point de vue pragmatique, il vaudrait peut-être mieux s'arrêter? Si votre réponse est la même que la mienne, alors nous avons du travail à faire. Le travail d'apprendre, le travail de parler à voix haute, le travail de transmettre à ceux qui ne voient pas ancien ou pas encore, ou qui voient de façon floue. Et ce travail, comme tout travail important, est bien plus agréable qu'il n'y paraît. Mais de l'extérieur, car parmi ceux qui le font, il n'y a pas de gens ennuyeux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir été avec moi. Et bien, à demain, parce que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Et bien meilleur qu'hier. Au revoir.